Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette projection un peu exceptionnelle au sein de la rétrospective Otto Preminger, puisque j'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Jean Douchet, qui nous rejoint, et nous sommes très heureux qu'il quitte pour quelques heures notre grande cousine, notre grande tante ou notre grande cousine qui est la Cinémathèque française, où il parle souvent aux spectateurs de la Cinémathèque française, en grand critique et historien du cinéma qu'il est, et qu'il nous rejoigne ici pour nous parler de films importants, de l'histoire de la filmographie de Otto Preminger, de films très lointains en termes de chronologie, enfin assez lointains d'une certaine façon, mais peut-être très proches stylistiquement. Voilà. Mais enfin, je suis pas là pour parler, c'est lui qui est là pour parler, en sachant que nous avons choisi de faire une petite chose qui est de brièvement présenter Laura, mais d'en parler un peu plus à la fin de la projection, c'est ça, et ensuite de présenter un peu plus longuement Advice and Consent, et de vous laisser enfin le terminer tout seul. Oui, parce que Advice and Consent fait 2h30, donc c'est bon. Ce serait un peu, voilà. Ça ne serait pas possible. Bien, bah écoutez, bonsoir d'abord, très heureux d'être à Lausanne, ça toujours plaisir. Je connais, c'est pas la première fois. Bon, simplement, quelques mots donc sur Laura. Alors, Preminger, puisque vous avez la rétrospective, vous commencez à le connaître. Je crois que vous avez passé 7-8 films déjà. Hein, ça. Absolument. Bon, c'est un cinéaste qui est d'origine autrichienne, né à Vienne. Donc, il fait partie des grands cinéastes venus de Vienne. Stroheim, Sternberg, Fritz Lang, Preminger, Billy Wilder, enfin, et quelques autres, parce qu'ils ne sont pas les seuls. Et il a d'abord commencé comme metteur en scène de théâtre, comme assistant de Max Reinhardt, personnage extrêmement important dans le théâtre allemand et par contre-coup dans la cinématographie germanique, étant donné que la plupart des grands cinéastes de l'époque du muet sont passés chez Max Reinhardt. Et lui a succédé à Max Reinhardt à Vienne, donc homme de théâtre, ne s'intéressant pas beaucoup au cinéma quand il est au théâtre. Et puis il part aux États-Unis en 1936, 35 ou 36, je ne sais plus très bien. Et là, il commence à travailler toujours au théâtre, mais surtout, bon, il fait quelques films à Hollywood, et bien avec beaucoup de difficultés, car il est pris dans une espèce de rouage du système et n'arrive pas très bien à s'en sortir. Bref, en plus il se brouille avec le roi, ou l'un des rois de Hollywood, qui était Zanuck, et Zanuck fait tout pour qu'il ne devienne pas cinéaste, metteur en scène. Bref, heureusement il y a la guerre, et pendant la guerre, Zanuck est mobilisé. Bref, à ce moment-là, celui qui succède à Zanuck permet à Preminger de s'occuper d'un film qui s'appelle Laura, d'après un roman qui intéresse beaucoup Preminger, en tant que producteur, et puis Preminger veut être le metteur en scène de ce film. Bref, il parvient en effet à prendre la direction, et en 1943-44, il tourne le film. Le film, vous allez le voir, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un film qui tient absolument le coup aujourd'hui, est aussi beau qu'à l'époque. Un film qui a eu un énorme succès, qui reste peut-être l'un des films les plus connus de Hollywood, avec une actrice absolument sublissime qui s'appelle Jane Tierney. Et oui, il faut voir le film, quoi. Parce que sur Preminger, en revanche, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. C'est un cinéaste qui a été très important pour la nouvelle vague, et très important pour l'évolution même du cinéma, ne serait-ce qu'aux États-Unis. Sa marque est très forte. On peut dire qu'il est par excellence le metteur en scène. Qu'est-ce que c'est qu'un metteur en scène? Réponse Preminger. Il y en a d'autres, bien sûr. Mais Preminger est un metteur en scène. Fondamentalement, si vous voulez, on en parlera tout à l'heure à la discussion de Laura, et un tout petit peu pour la présentation de Advice and Consent. Alors, bonne séance. Et à tout de suite. À tout de suite. Merci, Jean.
Bien, donc on en était à la mise en scène. Oui, voilà, on avait parlé de cela. Bien, petite question comme ça en passant. Quels sont ceux parmi vous qui voyaient le film pour la première fois? Bon, donc, déjà, la plupart d'entre vous l'aviez déjà vu. Bien. Donc, comme je vous le disais au départ, c'est un film qui résiste totalement dans l'histoire du cinéma. Et je vous dirais même que c'est encore un film, peut-être même l'un des, pas forcément nommé comme un des meilleurs films, mais en tout cas celui qui reste le plus peut-être dans la mémoire affective, sensorielle des spectateurs, pour de multiples raisons dont nous aurons l'occasion de parler maintenant. Est-ce que quelqu'un peut-être voudrait prendre la parole tout de suite pour dire une opinion, ou qu'est-ce qui vous a frappé, ou une chose comme ça, ne serait-ce que pour commencer une discussion, quoi. Bon, je suis là bien sûr pour vous apporter quelques réponses, mais peut-être la question c'est qui va pas plus mal. Bien. Bon, alors de toute façon, c'est un film qui intéressait Preminger, enfin, l'histoire, c'est-à-dire le livre dont il est tiré, intéressait Preminger pour une première raison, c'est-à-dire en tant qu'histoire policière. C'est la première fois, en tous les cas au cinéma, dans la littérature, je ne sais pas sur le courant, mais dans le cinéma, que dans une histoire policière, la victime apparaît à la moitié et est susceptible à ce moment-là d'être la coupable. Donc cette espèce d'idée assez admirable, il faut bien le dire, fait la force du film, et il est évident que Preminger a joué tout à fait à fond cette espèce de dichotomie dans l'histoire, c'est-à-dire première histoire, le meurtre, une histoire merveilleuse, deuxième histoire, qui est coupable, avec même la scène revisitée à toute vitesse d'ailleurs, des romans policiers style Agatha Christie, c'est-à-dire tout le monde, tous les coupables possibles sont là, et d'un seul coup, Hercule Poirot ou le Sherlock Holmes, aucune d'importance, ici c'est Mark Pearson, dit voilà, la coupable c'est ça. Alors, il le fait très rapidement, et en même temps en s'en moquant un peu, bien sûr, mais tous les traits des films policiers sont présents, d'autant plus intéressant que nous sommes en 1944, et c'est le moment, depuis déjà un an, depuis un an, le film noir américain commence à s'implanter, et donc le film est aussi à l'intérieur de ce système. Mais si vous connaissez un tout petit peu les films noirs, vous vous rendez compte que justement ce n'est pas un film noir. C'est une histoire qui d'un seul coup dérape, ou je ne dirais pas qu'elle dérape, elle glisse sur autre chose. Et c'est tout le génie de ce film, et tout le génie de Preminger par ailleurs, c'est pour ça que je parle des méthodes de mise en scène, c'est que Preminger, qui fait extrêmement attention d'abord au scénario, c'est quelqu'un qui met 6 mois à 1 an à écrire un scénario, même si, comme à Hollywood à l'époque, les cinéastes n'étaient pas accrédités, ou crédités, pardon, n'étaient pas accrédités du travail de scénariste. Il n'empêche qu'il travaillait le scénario jour après jour avec ses scénaristes, enfin très peu d'ailleurs, et faisant en sorte que tout soit parfait dans la situation, dans les traits de personnages, dans les dialogues. Vous avez pu quand même constater que les dialogues restent absolument magnifiques. Et de ce travail qui était évidemment le propre de son talent, il se servait à ce moment-là pour ensuite travailler avec les acteurs. Donc, continuant la méthode de mise en scène théâtrale, c'est-à-dire donc ce qu'il a fait au théâtre, donc quand il était directement metteur en scène de théâtre. Répétition, 15 jours, 3 semaines, extrêmement poussée, avec les acteurs,
afin que les acteurs soient totalement imprégnés de leur personnage, qu'ils puissent l'habiter, qu'ils puissent donner à ces personnages, ou à leurs personnages, si on veut, ce qui les caractérisait, les subtilités, et en même temps, ensuite, sur le plateau, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux non plus, Preminger, une fois que les acteurs étaient bien en possession de leur texte, à ce moment-là, improvisait la mise en scène. C'est pas vrai, mais c'était quand même vrai. Moi, il se trouve que je l'ai vu tourner 3 jours à Vienne quand il tournait Le Cardinal, donc j'étais sur le plateau, et malgré tout, c'était évident que sur un plateau de Preminger, d'abord, inutile de vous dire, il avait une réputation terrible pour ça, c'est qu'il était très teuton. Il était autrichien, d'accord, mais enfin, très teuton quand même, c'est-à-dire que personne ne mouftait sur le plateau, silence total, absolu, et les personnes, enfin, toute la technique travaillée dans le silence et la vitesse. Il savait exactement ce qu'il voulait, en fin de compte. Ce qu'il voulait, c'était que la mise en scène soit un autre regard sur les situations et sur les personnages. En entendant qu'il y ait une dramaturgie entre la mise en scène et les situations, l'histoire elle-même et les personnages. En d'autres termes, d'introduire ce qu'il fait ici, et qui est justement, au fond, on peut dire, le propre de son talent, de son travail, c'est-à-dire quelqu'un qui utilise la dramaturgie par la notion même du conflit. Preminger fait partie des cinéastes. C'est assez complexe. Enfin, bon, il n'est pas le cinéaste du deux, comme par exemple, je pense comme Fritz Lang, qui fait cette dualité, donc un conflit à deux. Ce n'est pas un cinéaste du 3, comme mettons Lubitsch, parce qu'il a travaillé aussi avec Lubitsch, qui travaille toujours sur 1, 2, 3, donc le ternaire, et comment la circulation se fait par le ternaire. Donc Preminger est quelqu'un qui travaille le 2, mais pas dans un conflit direct, c'est pas un conflit de face à face que vous avez pu le voir. C'est au contraire un conflit de glissement. Et c'est la mise en scène qui glisse. C'est la mise en scène, c'est la caméra qui en permanence se promène, suit les personnages, donc elle est très respectueuse du récit qu'elle est en train de transmettre, mais en même temps et surtout, elle dit autre chose, ou elle vous oblige à voir autrement que ce qui vous est apparemment montré. Et sur la structure même du film, c'est de ça dont il est question. Il est question justement de... On a une apparence, on a Laura, l'apparence de Laura, un personnage dont on peut rêver que les hommes investissent chacun à sa façon, ou à leur façon, où les femmes aussi s'investissent par rapport à elles, que ce soit la domestique, que ce soit la tante, etc. Et même la femme qui sera tuée et qui a été quand même révélée et découverte comme un double de Laura. Mais dans ce jeu, c'est justement qu'est-ce qui se cache derrière le rapport apparent. Et c'est dans ce jeu-là que ça se joue. Bon, je vous prends, mettons, le personnage de Heidegger, donc celui qui sera dévoilé à la fin comme le criminel, ou comme l'assassin, pardon, pas le criminel, comme l'assassin. Reprenez la mise en scène du début. Il y a donc Macpherson arrive, il va être reçu par Heidegger. La caméra avance avec Macpherson, donc entrant dans l'appartement, enfin l'appartement somptueux de Heidegger. Au passage, vous avez tous remarqué la pendule, surtout ceux qui n'avaient pas vu le film, donc ils n'ont pas pu la voir. Tout de suite, vous avez immédiatement la solution du film, mais ça passe. Vous glissez avec Macpherson. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez quand même un endroit extrêmement raffiné, plein d'antiquités, très riche, etc. Et ensuite,
on arrive à la découverte du propriétaire, Lydekker, dans sa baignoire, à poil presque, enfin à moitié. Il n'est pas spécialement ragoûtant, mais en même temps le côté écrivain qui écrit comme Marat dans sa baignoire. Et immédiatement, bien sûr que je ne vous ai pas dit, vous n'avez surtout pas le savoir, mais peut-être que si vous avez mauvais esprit, vous dites tiens, c'est curieux cette mise en scène, un homme comme ça, jeune, qui rentre chez un autre homme, qui est dans sa baignoire et nu, curieux. Bon. Et revisiter le personnage de Lydekker avec cette petite clé-là, et un personnage extrêmement raffiné, qui aime les femmes, purement comme une idée, ou une idéalisation totale, ou comme un merveilleux objet d'antiquité, et ne considérant la femme que sur cet aspect-là. Et évidemment, la brutalité même, dans le jeu d'acteur, la brutalité même du personnage de Macpherson, vous indiquant immédiatement qu'il va y avoir un vrai combat qui va se développer dans tout le film, évidemment, entre deux conceptions du masculin face au féminin. Et après, tous les autres personnages comme ça, évidemment. Quand vous avez l'introduction du gigolo, c'est tout aussi intéressant. C'est-à-dire que tous les personnages du film, et comme toujours chez Preminger, sont quand même jaugés à l'aune, si on veut, de la sexualité. Toujours, Preminger est un cinéaste extrêmement distingué, mais dont la base de la sexualité, non pas en tant que telle, non pas pour raconter des histoires salaces, etc., c'est pas la question. C'est simplement parce que la sexualité, c'est le corps. Et le corps, lui, c'est ce qu'il dit. Le corps dit. Le corps humain, mais aussi le corps des décors. Les décors disent. C'est ça la mise en scène. Qu'est-ce qui distingue une mise en scène de théâtre d'une mise en scène de cinéma? C'est qu'au théâtre, vous n'avez qu'un décor qui est fictif, qui est une construction, pas imaginaire, mais qui vous donne une idée que vous êtes dans le salon de, je ne sais pas si vous étiez encore au XIXe siècle, un théâtre, mettons, comme à Lausanne, un peu plus peut-être à Lausanne, mais enfin, un théâtre de province avait 5 décors. Vous avez le salon, vous avez le jardin, vous avez tout ça, et les 5 décors qui servaient à toutes les pièces. Ça peut servir à Racine, ça peut servir à Corneille, à Molière, enfin, à Shakespeare. Tous les décors étaient identiques. C'est-à-dire que le décor était juste une idée, mais au théâtre, ce n'était pas le décor qui comptait. C'était le texte, c'était donc la situation en tant que telle, etc., la dramaturgie. Au cinéma, vous ne pouvez pas vous passer du décor, puisque le cinéma a une fonction de représenter une idée de réalité que nous connaissons tous et qu'il faut donc reconnaître. Donc à ce jeu de connaissance ou de reconnaissance, le décor devient fondamental. Et le décor dit autant que les personnages et la situation. Le décor dit. Donc ici, le personnage de Lydekker, c'est son décor. Il est dans le décor. Et d'emblée, c'est pour ça qu'on est dans le personnage dès le décor. Et regardez, amusez-vous à vous rappeler comment Macpherson un côté comme ça mal élevé qui fait qu'il casse tous les décors. Et dans son comportement, dans ses gestes, dans sa façon de fumer, le chapeau, etc. Très volontairement, Preminger accentue, disons, un côté vulgaire du personnage, parce que lui est dans une réalité non sublimée, non transcendée, etc., mais dans une réalité immédiate, enfin, pas cruelle, dure, sans élégance. Et cette réalité-là, c'est ce qu'il faut chercher, puisque c'est aussi la fonction d'un film policier, c'est de résoudre une intrigue, donc résoudre un problème, et de le résoudre par l'idée de vérité. Il faut obtenir la vérité. Et la vérité, chez Preminger, reste quand même
l'un des objets principaux de tout son cinéma, et cette vérité n'est jamais tendre, n'est jamais aimable. Cette vérité est toujours dure, donc l'arête du décor, j'entends l'arête comme une arête de poisson, l'arête du décor est dure. Et c'est ce qui rend son cinéma extrêmement troublant, perturbant, et en même temps très difficile. Très difficile parce que le public n'a pas du tout l'habitude de disjoncter entre l'histoire qu'on vous raconte et sa mise en scène. Avec tous les éléments, évidemment, qui jouent dans la mise en scène, dont, je répète, le décor, la lumière, évidemment, les lumières, et en même temps le jeu d'acteur, etc. Alors, en même temps, dans le film, il y a les réminiscences du cinéma expressionniste germanique, puisque malgré tout, même si Preminger ne s'est pas intéressé vraiment au cinéma avant, Max Reinhardt n'est pas un dramaturge, un scénographe directement expressionniste. Il n'empêche que dans les années 1910, 1915, 1920, lorsqu'il a été l'un des plus grands metteurs en scène de théâtre d'Europe, il n'empêche qu'il imposait, ou en tout cas qu'il s'inspirait profondément du courant expressionniste, et que donc Preminger a été lié à ça, par exemple, dans le film, et qui renvoie au film noir, par exemple. Et là, on voit que quand même, Preminger est d'époque, c'est-à-dire qu'il est quand même 1944. Regardez que, par exemple, quand les personnages sortent dans la rue, c'est toujours des temps à ne pas coucher dehors. La pluie, la neige, etc. Toujours des temps épouvantables, comme dans tous les films noirs, sauf que dans le film noir, c'est travaillé par le noir et blanc, alors que Preminger joue le gris, et il ne joue pas tellement le noir et blanc. Il le joue, bien sûr, mais par exemple dans ce film, c'est pour ça que vous ne pouvez pas en dire que c'est un film noir. C'est pas un film de Fritz Lang de l'époque, c'est pas un film de Schönmack, pour parler aussi un cinéaste que j'adore, c'est pas un film de Howard Hawks, c'est pas un film... Non, c'est un film de Preminger qui n'est pas dans l'écriture contemporaine, qui était celle de Hollywood au moment où il tournait ce film. Et c'est là aussi où c'est extrêmement intéressant à voir. Et je crois que si le film, aujourd'hui, résiste aussi bien, parce qu'on a encore eu la preuve à Locarno lorsque le film est passé, donc il y a 3 mois, il y a 2 mois, 3 mois, sur la place publique. C'est la place publique, non, c'était pas la place publique, ça va plus d'importance, c'est dans une salle. Mais des jeunes d'aujourd'hui, le film les accroche. Et en plus, bon, la représentation, la rêverie de la féminité dans ce film, bon, je répète, le choix de Jeanne Tierney, et ça c'est du pur Preminger, c'est lui qui choisit Jeanne Tierney, et c'est son plus beau rôle, Jeanne Tierney, bien que ce soit une actrice que beaucoup de cinéphiles adorent, enfin c'est un rêve, un peu, Jeanne Tierney. Mais jamais elle a été aussi éblouissante que dans ce film. Et il est vrai que sur l'espèce de mystère, de mystère que l'on attribue à la féminité, c'est un film magnifique de ce point de vue-là. Il y a un élément que tu as peut-être pas évoqué, qui m'intéresse, j'aimerais t'entendre là-dessus, c'est la question de la musique. Parce qu'il y a quand même, on entre dans le silence, le film commence dans le silence, et la première musique qu'on entend est une musique hymne, qui est sa mélodie, son thème, ce fameux thème qu'on va entendre d'ailleurs durant tout le film, rejoué et réinterprété à toutes les sauces, et cet usage est vraiment assez surprenant d'ailleurs, et très peu hollywoodien au cinéma de l'époque. Et c'était une musique qui est restée, d'abord, une des rares musiques d'Hollywood qui n'est pas faite pour surcharger le film, mais au contraire qui est faite un peu pour l'accompagner, et en effet pour glisser dans la sensorialité du spectateur, une image en effet de rêverie, une idée d'un fantastique très doux. Et c'était un air qui a été immensément célèbre, et qui continue à être célèbre. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, cet air-là, tout le monde le connaît.
et même en France, après tout, il n'y a aucune raison qu'on ne le connaisse pas. C'est un air magnifique, et qui, sans cet air-là, le film aurait certainement perdu beaucoup. Et ça, Preminger le savait. Donc c'est lui qui a voulu prendre ce musicien. Ça, c'est vraiment aussi l'immense talent de Preminger. Preminger est un personnage, bon, comme je dis, très, très abrupt, sans concession. Et c'est quand même, comme je vous disais tout à l'heure, dans l'orientation, je vous disais qu'il avait été obligé de lutter contre Zanuck. Quand on n'a pas de travail, qu'on arrive, qu'on est pendant 4 ans, Zanuck vous a empêché de travailler, donc pour vivre, il est obligé d'aller mettre en scène au théâtre, à Broadway, parce qu'il ne peut pas tourner à Hollywood. Et pendant 4 ans, il ne fait pas de film. Il ne fait pas de film parce qu'il n'a pas encore fait réellement, qu'il n'a pas eu ce titre-là. Et que lui, il refuse absolument le diktat de Zanuck, alors que tout le monde obéit à Zanuck à cette époque-là. Et c'est vraiment quelqu'un qui a été constamment, pas d'une droiture à l'extérieur, mais de droiture par rapport à lui-même. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais cédé quoi que ce soit, qui n'a jamais accepté les choses. Bon, c'est quand même lui qui a, je crois que c'est pour Exodus ou hasard cette constante, il a réintroduit les gens qui étaient sur la liste noire du macartisme. Il les a réintroduits dans le cinéma. C'est quand même quelqu'un qui a toujours eu une attitude extrêmement forte parce qu'il n'acceptait pas les compromis, il n'acceptait pas bon, d'accord, j'accepte ça, je fais ça. Il n'acceptait pas l'argent pour l'argent. Un film, c'est d'abord un objet qui doit être parfait et qui ne doit pas subir les desiderata des producteurs ou des gens d'argent, parce qu'il faut faire de l'argent. Là, c'est intéressant sur Laura de voir comment il y a eu plusieurs, dans l'écriture de scénario, plusieurs versions, et en particulier Zanuck qui voulait une autre fin, etc. Et en fin de compte, c'est Preminger qui a imposé le film tel qu'il est, quoi. Il a imposé. Et ça, un cinéaste comme ça, ça mérite aussi qu'on le dise. Un cinéaste, c'est pas simplement un monsieur qui est sur un plateau qui tourne, c'est aussi quelqu'un qui a une vision du monde, et dans cette vision du monde, il y a tout un tas de considérations, dont des considérations évidemment politiques, etc. C'est quand même un cinéaste, on va le voir dans le film suivant, un cinéaste qui a travaillé quand même sur les grands thèmes, sur la justice, dans Exodus, sur quand même le problème d'Israël, dans Hasard cette constante, sur la politique. Après tout, c'est un film que vous allez voir ce soir, et qui n'est pas directement lié à ce qui va se passer demain, mais c'est quand même un film sur comment ça se passe à Washington. Donc, avec en plus une idée très intéressante, c'est-à-dire mettre en évidence un phénomène de la Constitution américaine sur la notion de justice et de politique. C'est-à-dire qu'ils ont des lois qui font que, je vais vous raconter à la fin du film, mais enfin, sur le problème politique qui est posé par le statut même, c'est-à-dire la réalité des phénomènes sociaux, donc politiques, sur les lois, sur comment nous sommes, bon, si je prends ce film, comment nous sommes, non, c'est pas comment nous sommes conditionnés. Conditionnés, beaucoup de gens le font. C'est quels sont nos rapports avec, non pas soi-même, quoique ça se joue avec soi-même, mais aussi par rapport à la société dans laquelle on est. Ici, par exemple, la société dans laquelle on est, c'est la société quand même de l'argent. C'est plus que de l'argent. Celle de la réussite qui apporte l'argent, et celle de l'argent qui apporte la réussite. Et donc, tous les personnages, et les personnages de Laura, on la crée. Donc, elle appartient à son mentor, c'est celui qui l'a créée.
Et donc, c'est son objet. Il ne faut pas, ce que dit Jeanne Decker au début, ne touchez pas à ce vase, ne touchez pas à ça, ne touchez pas à Laura. Laura, c'est ma création, ça m'appartient. Et en d'autres termes, tout le film est fait sur l'appartenance. Et en même temps, la liberté dans cette appartenance. C'est intéressant de voir quand même un Autrichien bon, qui n'est pas à la base américain, qui, bon, là je vous dirais que ça fait 7 ans qu'il est aux États-Unis, mais quand même qui pose des questions très intéressantes sur l'Amérique. La réussite, qui est quand même l'objet principal de la Constitution américaine et de la mentalité américaine, mais aussi cette réussite, à quel prix? Et ce prix-là mérite-t-il? Est-ce qu'il est c'est plus important que l'on soit tout à fait conforme à l'idée de cette société, ou est-ce que c'est plus important d'être conforme à l'idée que l'on a de soi? C'est aussi l'un des sujets du film. Est-ce qu'il y aurait une remarque, une question, monsieur? Oui, je crois qu'il y a une idée de Preminger qui est aussi extrêmement intéressante. C'est quand Macpherson s'endort. Alors à l'époque, il y avait énormément de films, je pense spontanément à Woman in the Window, où quelqu'un rêve toute une histoire. Et là, je me souviens quand j'ai vu la première fois ce film, quand Laura entre, je me suis dit, est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il rêve ça? Et je ne crois pas que Preminger n'ait pas pensé à jouer avec son public pour qu'on ne sache pas au début est-ce que c'est vraiment Laura ou est-ce que c'est un rêve. Bien sûr, non mais attendez, reprenons quand même la chose dans ce que vous dites. Le film de Fritz Lang dont vous parlez, qui est la femme au portrait, en français, Oui. Edward G. Robinson. The Window, est tourné 1 an après. Hein. Oui, mais il y avait, moi je me souviens, il y avait plusieurs, c'était une idée qu'on trouvait souvent. C'était un peu la notion même du film noir. Ouais. Le film noir est un film qui est faussement réaliste, mais qui est quand même lié à une notion de rêverie, ou plus exactement, c'est complexe, une rêverie un peu cauchemardesque, mais pas vraiment cauchemar. Donc c'est, si vous prenez ce film-là, ou bien d'autres films noirs de l'époque, c'est vrai. Mais ici, et ce qui est intéressant, c'est que la première partie du film, c'est on rêve Laura, donc la victime, évidemment, donc on peut la rêver, elle est émerveillée. Et la deuxième partie, Laura, le corps est arrivé, le corps est là, et maintenant comment va-t-on regarder le corps? Comment le corps va-t-il faire rêver? Et il ne fait plus rêver de la même façon. C'est ça qui est intéressant. Et entre parenthèses, c'était quand même bon, là encore, amusons-nous. Preminger, Vienne. Donc, quand on est viennois à l'époque, on connaît un peu sa psychanalyse. Bon. Donc, de toute façon, on ne peut pas étudier le film noir américain sans se rappeler que la plupart des auteurs et des scénaristes de l'époque sont d'origine d'Europe centrale. Donc, teintés et même fortement marqués par la psychanalyse, par Freud. Donc le freudisme arrive dans les films noirs. Le film noir est très intéressant pour ça. C'est le moment où, à Hollywood, directement, le freudisme apparaît. Bon, après ça peut se discuter beaucoup. Mais, et ici, il est vrai que chez Preminger, le freudisme est présent. C'est bien pour ça que je parle de sexualité. Mais il n'est pas dominant. Il n'est pas celui qui impose sa marque. Il est un des éléments qui permet la circulation. Et le jeu de la circulation, c'est la base même de la mise en scène. Une mise en scène, c'est, au cinéma, mais au théâtre aussi d'ailleurs, c'est d'abord une place. Toi, tu te mets à cette place, toi, tu te mets à cette place, on dit aux acteurs. Et puis ensuite, vous allez vous déplacer. Vous allez de tel endroit à tel endroit. Et comment on met en scène, c'est d'abord la première base, le b.a.-ba de la mise en scène, c'est la place. Donc si on dit place, on dit déplacement. Si on dit déplacement, à ce moment-là, il faut souligner, ou en tout cas, mettre en évidence
la raison du déplacement. Si vous mettez en évidence cette raison du déplacement, à ce moment-là, vous introduisez quelque chose qui est extérieur directement à la pièce, son théâtre, à la situation théâtrale, pour mettre en revanche quelque chose qui est sur la raison que l'on a d'agir, donc la raison du mouvement. Et à partir du moment d'où vient le mouvement, est-ce que le mouvement vient de l'intérieur ou il vient de l'extérieur? Et là, on est totalement chez Preminger. Le mouvement est de l'extérieur, c'est la caméra, mais en même temps, il est de l'intérieur. C'est les raisons profondes pourquoi chacun bouge, pourquoi chacun se déplace. Et c'est ce jeu-là qui est merveilleusement mis en évidence chez lui. Et entre parenthèses, alors sur écoutez, en 1944, vous savez, il n'y a pas beaucoup de cinéastes encore aujourd'hui qui savent faire circuler les plans les uns par rapport aux autres avec cette élégance et cette force. Il n'y a pas un plan, pas un montage de deux plans qui soit faux, qui choque. C'est évident que ça doit être comme ça. Alors que ce n'est pas du tout évident que ça doit être comme ça. Il suffit de regarder même à la télévision le nombre de plans qui sont vraiment mis côte à côte et qui n'ont rien à faire les uns avec les autres. Ça, c'est passionnant. Regardez, quand on commence à rentrer véritablement dans la structure de l'écriture, ça devient c'est ça le plaisir du cinéma. Le plaisir du cinémathèque. Oui, absolument. Encore une dernière remarque. Oui, monsieur. Comme vous l'avez dit, le désir est central dans le mouvement, dans le scénario de Laura. Est-ce qu'elle a utilisé les glissements du désir pour le montage aussi, pour ça? Mais pas les... S'il a utilisé les glissements du désir dans le montage aussi. Ah, bien sûr. Amis, si vous avez le film en DVD, amusez-vous, regardez, vous mettez n'importe quel moment, et vous regardez 3 minutes. Et, alors, la force, évidemment, c'est de travailler les mouvements d'appareil. En particulier de longs travelling panoramiques, etc., qui accompagnent. Donc, un jeu d'accompagnement. Mais il n'empêche qu'il est obligé, par moment, de travailler un plan sur lui, un plan sur... mais ce rapport-là, il faut le voir. Hein. Vous vous amusez à regarder, vous vous arrêtez sur l'image même, et vous voyez à quel point c'est parfait. C'est-à-dire que jamais... il y a d'autres cinéastes qui travaillent au contraire l'impact de deux plans l'un par l'autre. Prenons le cinéaste le plus célèbre pour ça, celui qui a travaillé ça à fond, c'est Eisenstein. Comment un plan chez Eisenstein est un plan fort qu'un autre plan, le plan d'après, doit venir heurter. Donc c'est une espèce de choc entre plans. Bon, ça c'est une conception du montage. Et il y a en revanche ce que fait Preminger, et il faut dire que ça correspond aussi à cette époque-là, la perfection de la continuité. Donner l'illusion que tout est continu dans le mouvement. Tout est continu dans l'écriture. Bon. En revanche, puisqu'il est à côté, vous voyez l'effet de Godard. Godard travaille totalement et absolument le montage en tant que rupture. Il n'y a pas un plan qui a le droit d'être supérieur au plan suivant. Chaque plan est indépendant du plan précédent, d'où le choc du film de Godard et aussi la difficulté que beaucoup de spectateurs ont avec Godard parce qu'ils ne sont pas entraînés par la continuité de serait-ce que de l'histoire. Vous êtes dans un jeu de morcellement et constamment de rupture. Bon, alors ça, sur le montage, il y a tellement de choses à dire, évidemment, mais... enfin bon, votre intervention, je pense que j'y ai un peu répondu quand même. Oui, je me demandais s'il jouait avec le désir du spectateur de circuler dans les plans. Ah ben oui, mais bien sûr qu'il le joue. C'était lié à sa morale, en fait. Non, mais bien sûr. Non, mais ça, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord.
Je crois qu'on va faire une petite pause quand même pour laisser les spectateurs sortir et entrer. Je vous rappelle que dans quelques minutes, on va passer à Advise and Consent, un quart d'heure. Voilà, et donc on retrouve Jean Douchet dans quelques instants pour présenter plus longuement Advise and Consent. Et je remercie Jean quand même pour ceux qui s'en iraient déjà maintenant. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci.